Bonjour à tous et bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. Alors je vais me lancer dans un exercice qui est particulièrement intéressant pour les auditeurs, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Alors sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, depuis longtemps les gens savent que je faisais un hebdo de Ricardo, donc je vais essayer de continuer ce rendez-vous, mais sous une forme plutôt vidéo, donc voilà, faire un petit point macroéconomique sur les indices, et puis aussi sur des valeurs, et puis voir des graphiques, et puis avec une petite particularité par rapport à ce qu'on voit habituellement, c'est aussi de vous donner un avis fondamental sur la valeur, de telle manière à ce que vous ayez une perception un petit peu plus long terme sur les valeurs que vous allez me proposer, parce que c'est vos valeurs que je vais analyser. Alors je vous invite à mettre en commentaire en dessous et immédiatement toutes les valeurs que vous avez envie que l'on parle. Alors je pourrais peut-être pas toutes les faire, mais en tout cas de telle manière à ce que vous puissiez avoir un ressenti de ma part sur ces valeurs, et puis on fera chaque semaine, on renouvellera et on essaiera de regarder un petit peu les choses que vous me proposez, et puis d'analyser ça de la manière la plus intéressante possible. Voilà donc pour cet exercice, et puis je vais vous souhaiter une bonne vidéo, et je vous donne rendez-vous tout de suite pour le point macroéconomique de la semaine qui a été particulièrement intéressant. Allez, c'est parti pour les chiffres macroéconomiques de la semaine. Alors on a eu un discours de Biden qui a intervenu lundi par rapport à la crise bancaire. Et puis, ce qui nous a intéressé essentiellement macroéconomiquement cette semaine, hormis cette fameuse crise bancaire, ça a été plutôt l'inflation américaine, et puis la montée des taux en Europe, et puis aussi l'inflation européenne. On va revenir dessus. Le premier chiffre qui nous intéresse, il est ici. L'inflation a baissé aux États-Unis et continue à baisser de manière assez bien vue par le consensus, parce qu'il n'y a pas d'écart. Donc on voit bien, vous voyez, si vous regardez bien le tableau, vous voyez, on était à 6,4 précédemment, et on est passé à 6, donc on est en train de baisser, on est en train de diminuer lentement. Je vais vous faire voir un autre tableau qui vous permettra de mieux voir. On va regarder les autres chiffres avant d'aller voir. Un autre chiffre qui a été très intéressant, et puis qui a permis des mouvements sur le marché assez positifs, c'est l'indice des prix à la production. Donc c'est l'autre indice d'inflation qui est ici, puisque vous voyez qu'il est inférieur au consensus qui était prévu à 0,3, puis il est à moins 0,4. Ça c'est important parce que ça veut dire que au niveau productif, alors l'IPC c'est l'indice consommateur, et l'IPP c'est l'indice à la production. Et comme c'est à la production moins cher, vous devinez bien que ça va avoir des impacts sur la consommation. L'autre dernier point qu'on avait à voir, qui est très important, c'est plutôt la fin de la semaine avec l'Europe qui a eu évidemment sa hausse de taux. On la voit ici, hein, elle était à 3, elle est passée à 3,5 comme prévu. Donc c'est ce que je pensais, puis j'avais pas de raison de penser autrement. Et ce matin, puisque là j'enregistre ce matin, vient de tomber l'inflation européenne, et on voit qu'elle est conforme à ce qu'on attendait, mais elle ne baisse pas. Et si on peut faire une petite analyse rapidement de la situation macroéconomique, on a une inflation qui est vraiment en train de baisser de manière tranquille, on va dire, aux États-Unis, et on a une inflation européenne qui, elle, n'arrive pas à baisser, elle continue à se tenir. Alors c'est essentiellement parce qu'il y a du débranchage aussi budgétaire de la part de certains pays, notamment de la France, sur des aides qui avaient un petit peu biaisé les chiffres, et puis voilà, maintenant en train de les payer. Voilà, donc tout simplement pour ça. On va creuser un peu plus sur un autre graphe que je voudrais vous faire voir sur l'inflation, pour que vous compreniez un peu mieux comment se structure l'inflation et comment on peut la lire. Allez, je vous retrouve tout de suite sur le nouveau petit tableau que je vais vous faire. Voilà, donc c'est un tableau qu'il faut lire avec un petit peu d'attention, mais donc c'est l'IPC, donc c'est la partie consommateur, et ce graphe, c'est simplement le découpage de l'inflation en les quatre secteurs importants qui sont les services, l'industrie, l'alimentaire et l'énergie. Donc l'énergie est en vert, on voit que l'énergie est en train de fortement baisser, et vu la chute des cours du pétrole qu'on vient de vivre, je pense que ça va continuer pour la suite, et on va certainement partir en déflation sur la partie énergétique à partir du mois prochain. Donc ça c'est le côté plutôt intéressant, qui devrait aider l'industrie, elle aussi, à continuer à diminuer. Elle est en rouge, hein, vous voyez qu'elle est toute petite, toute écrasée, on la voit ici, là, on n'est pas loin de la déflation, là aussi, sur la partie industrielle. Donc c'est ça, ça fait quelques mois que je le pense, qu'on peut aller vers la déflation au niveau énergétique et au niveau
au niveau industrie, et c'est en train de se constater. Mais ce que l'on voit, c'est que la nourriture, toute la partie ce qu'on appelle food, hein, ici, dans ce graphe qui est en jaune, ne diminue pas, et elle reste stagnante, alors qu'on a des indicateurs qui disent qu'elle va baisser. Donc pour moi, cette partie-là devrait se réduire dans les mois qui viennent, et ça voudrait dire que moi je vous annonce, entre guillemets, une continuation de la désinflation, ce que je pense qui aura lieu aux États-Unis. Mais vous voyez bien que c'est les services, hein, en bleu, qui nous posent problème encore aux USA, et qui font que cette désinflation ne sera pas rapide. Voilà, donc et qui aura une limite. Hein. On est quand même très dépendant de l'énergie de manière structurelle sur l'inflation, mais elle est plutôt positive. Alors, elle va plutôt dans le bon sens au niveau énergétique, mais par contre au niveau global, on voit bien que c'est la partie service, hein, qui pose un souci. Donc ça c'est l'IPC global, mais si vous voulez savoir comment se comporte l'IPC Core, c'est très simple. Vous additionnez la partie bleue et la partie rouge, et vous avez l'IPC Core, donc c'est or alimentaire et or énergie, et vous voyez que là, il diminue, mais assez lentement. Donc, la perception de la désinflation est plutôt assez importante, on va dire. C'est une désinflation, c'est pas une déflation, mais les gens vont constater que leurs prix vont se stabiliser, voire diminuer dans leur consommation quotidienne, parce que c'est la partie quotidienne. Mais à vrai dire, ce qui est structurel est ici en rouge et en bleu, et on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc moi je suis toujours dans un scénario qui dit désinflation jusqu'à cet été, et qui sera suivi, à mon avis, après, soit d'un plateau, soit de repartir, mais je ne vois pas l'inflation redescendre à 2, comme il disait tout de suite. Pour moi je suis très éloigné de ça. Voilà, ça c'est la première chose. On va essayer de voir un autre tableau si vous voulez bien. Alors voilà, c'est exactement le même, mais sur la partie industrielle. Bon bah voilà, on a la construction qui influence finalement assez peu les choses. On voit bien que c'est les services en vert qui sont les plus importants, et on voit bien une baisse au niveau de la partie importante, à mon avis, aussi là-dedans, c'est la partie rouge, c'est l'énergie. Donc voilà, donc des inflations assez fortes, même très fortes, on va dire, du côté industrie. Donc on peut considérer que la désinflation est vraiment importante aux États-Unis, et ça fait que si vous voulez avoir les conséquences, c'est que la Fed, à mon avis, va commencer à arrêter de monter les taux. Donc là, on est plutôt au pic, on est proche de... ce qui va faire que ça va aider plutôt les classes d'actifs, plutôt dépendantes évidemment des taux d'intérêt américains. Alors il y a des interactions sur les obligations, et puis il y a une deuxième chose, ça va être sur la partie croissance, donc le Nasdaq notamment. Donc c'est pour ça que le Nasdaq a remonté assez fort, et puis il n'a pas vraiment envie de baisser. C'est parce que il voit bien que peut-être le gros de l'inflation est passé. Alors, par contre, si je peux me permettre, puisque les chiffres viennent de tomber, mais je vous le dis en oral, c'est pas du tout la même situation en Europe. Et là où nous avons une fin de hausse de taux de la Fed, eh bien nous avons eu hier une augmentation des taux encore de 0,5 points, un petit peu comme prévu, parce que voilà, la situation elle est très simple. On est maintenant à 3,5, comme vous l'avez vu sur le taux d'intérêt directeur de la BCE, avec une inflation qui est plutôt à 8. Donc on est encore en taux négatif, en taux réel négatif, et quand même de manière importante. Donc on ne peut pas attendre, tant qu'on n'a pas une désinflation qui se met en place en Europe, on ne peut pas attendre de la BCE qu'elle stoppe ces hausses de taux. Donc on n'a pas encore terminé, je dirais, en Europe, on est toujours en retard, c'est comme d'habitude, alors qu'aux États-Unis on est plutôt sur la fin. Donc voilà, on suivra ça de plus près, mais vous pouvez déjà enregistrer ce que je viens de dire, et ça, vous allez voir que c'est intéressant. La dernière chose que je voulais vous dire au niveau macroéconomique, c'est que on commence à voir, mais ça c'est un petit peu plus du ressenti. On commence à voir quand même que le gros de la croissance américaine, il est calmé. On a quelques petits indicateurs qui commencent à dire que ça va se poser. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'il va y avoir une récession, parce que vous l'avez vu, tout le monde a raconté récession, puis elle est jamais venue, puis elle est pas présente. Mais on commence à sentir quelques petits éléments, je pense aux emplois, etc. Les 2-3 petits indicateurs qui me font dire, on a peut-être un sommet, on va peut-être avoir un tassement. Donc je suis toujours dans la même idée. J'étais plutôt positif sur le premier semestre 2023, deuxième semestre 2023. Pas sûr qu'on soit aussi positif.
la bourse anticipera. Donc on va encore une fois être tiraillé, et ça fait un moment que ça dure, entre les chiffres d'inflation d'un côté qui ont plutôt tendance à nous rassurer, et une économie qui pour l'instant est costaud, mais qui aurait peut-être des petits signes de, on va pas dire de récession, on va dire plutôt de ralentissement. C'est-à-dire que voilà, ça va un peu se calmer. Ce qui serait pas un mal et qui aiderait notamment l'inflation à se calmer. Voilà donc pour la partie macroéconomique. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec ça, mais ça me paraissait intéressant de faire un petit point là-dessus. Alors avant de passer à la suite, je voudrais faire un petit coucou à mon sponsor, DarwinX. Donc DarwinX, c'est la fintech régulée dans toute l'Europe et au Royaume-Uni qui investit jusqu'à 10 millions chaque mois sur ses meilleurs traders. Vous pouvez, grâce à leur plateforme, lister vos stratégies en tant qu'actif financier, lever des capitaux sous leur licence et être rémunéré sur la performance de vos investissements. Comment ça marche exactement? Eh bien, je vous laisse aller faire un tour sur leur site web. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. En bonus, si vous avez déjà un historique sur MT4, vous pouvez connecter votre compte existant et le rendre éligible en quelques étapes simples. Alors si vous êtes un trader profitable ou en voie de le devenir, n'hésitez plus, DarwinX est la solution pour vous professionnaliser. Alors avant de faire les indices, j'ai oublié de vous dire un petit truc, c'est faire un point quand même sur la situation bancaire. Et on a eu plusieurs banques qui nous ont fait on peut dire qu'elles ont disparu. La situation est grave quand même par rapport à ça. Il faut savoir que moi je suis plutôt dans l'idée que nous sommes dans un effet papillon, effet papillon ou effet domino de ce qui s'est passé avec FTX et puis de l'an dernier de ce qui s'est passé avec la stablecoin Luna de Terra. À vrai dire, nous avons, pour la première fois de l'histoire, constaté que les crypto-monnaies ont impacté le monde réel. Alors vous allez me dire un peu comment ça s'est passé. Il y a FTX déjà qui a mis au tapis bien des gens. Il y a eu des besoins suite à FTX, il y a eu des gens qui se sont retrouvés dans des situations difficiles. Je parle de sociétés, je parle de gens dans la crypto-monnaie, et ont retiré des fonds, notamment sur une entreprise, sur SVB, Silicon Valley Bank, et aussi sur Silvergate. D'abord sur Silvergate. Et Silvergate était complètement lié à la crypto-monnaie. D'ailleurs, je vous mets un petit truc en photo immédiatement. J'avais noté sur un petit brouillon dans un coin, j'avais noté Silvergate pour faire une vidéo, et puis finalement je l'avais pas fait sur les US, mais j'avais cette valeur-là dans les valeurs intéressantes au niveau crypto, et avait bien appris de pas diffuser, mais regardez ce petit brouillon. Bon bref, voilà, comme quoi tout le monde peut se tromper, et j'aurais pu parfaitement vous donner cette valeur et puis me tromper complètement. Bon, pour revenir à ça, Silvergate, très simplement, étant complètement lié à la crypto-monnaie, il y a eu des retraits d'argent, puis une perte de confiance par rapport à FTX, et la société s'est retrouvée en banqueroute assez rapidement, et SVB a enchaîné juste derrière. Alors elle est beaucoup plus impactée dans le monde réel, puisque aujourd'hui, en gros, c'est des actifs qu'elle possède des sociétés dans la crypto, et elle réinvestissait de manière classique pour une banque dans des obligations, sauf qu'elle avait pris des obligations à longue échéance, qui étaient assez intéressantes pour elle, mais elle a un problème, c'est la liquidité, c'est-à-dire que quand il y a eu un phénomène de retrait d'argent, elle s'est retrouvée face à de l'argent qu'elle devait débloquer, mais les obligations avaient fortement baissé à cause des taux d'intérêt. Moi j'étais assez étonné que personne n'ait de problème suite à la hausse des taux d'intérêt, parce que la hausse des taux d'intérêt fait une chute des obligations, et la valeur des obligations fait que vous perdez de l'argent. Je vous le dis quand même, mais tout le monde bancaire a des obligations, et personne ne perd d'argent. Faut se poser les bonnes questions, Il doit y avoir des soucis quelque part. Ça vous interpellera un petit peu sur ce que on va regarder après. Mais on se retrouve dans une situation où il y a un enchaînement qui se fait de banques de plus en plus grosses. Et la dernière en date, c'est First Republic, où il y a eu une intervention de la part de plusieurs banques pour aller l'aider à avoir de la liquidité. Mais First Republic, c'est non pas la 16e comme SVB était, mais c'est la 14e banque américaine, et on commence à avoir un problème systémique. Donc, vous allez me dire, mais ça s'est calmé, tout est réglé, la bourse s'en fout un petit peu, etc. Oui, parce que tout simplement, la banque centrale a intervenu. Et je vais vous faire voir un petit graphe qui va vous permettre de voir ce qui s'est passé. Je vous présente la balance la balance du bilan c'est le bilan de la Fed, et vous voyez que cette semaine les chiffres viennent de tomber, et les chiffres sont assez impressionnants. On a à peu près, je sais pas combien c'est, à peu près 300-400 milliards
qui ont été réinjectés, qui ont été du rachat d'obligations. Donc on voit bien que le monde bancaire se débarrassant par nécessité d'obligations, il a fallu une aide. Alors j'ai cru lire aussi que des banques avaient racheté des obligations aux banques qui se cassaient la figure, mais bon, on voit bien que la Fed a réinjecté fortement de l'argent dans le cochon. Ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle pour l'inflation entre nous. Donc voilà, ça c'est assez intéressant de le voir parce que ce graphique baissait depuis longtemps, hein, ça s'appelle le QT, le Quantitative Tightening, et à vrai dire, on vient de refaire du quantitative easing, on vient de réinjecter de l'argent dans le cochon. C'est pas, voilà, je vous disais, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'était par urgence. Je pense que la Banque fédérale a réagi par rapport à ça. Donc très intéressante réaction des autorités monétaires américaines. Enfin, intéressante, en tout cas, la lecture est assez simple. Je voudrais vous faire voir le graphe, on va enchaîner, puis on va finir sur la crise bancaire. Je voudrais vous faire voir le graphe des valeurs américaines qui sont concernées par cette crise. Alors la première de toutes, c'est Silvergate. Je fais exprès de vous faire voir ça sur longue période, puisqu'on est sur des bougies hebdomadaires. Et tout simplement, je vais juste vous faire voir une chose, c'est que en 2021, hein, donc c'est quand même pas si ancien que ça, nous étions autour de 230 $, la valeur de l'action, au plus haut. Et donc nous sommes actuellement à 2. Je pense qu'il était intéressant de se rendre compte que nos amis de la banque Silvergate avaient quand même un petit souci depuis un moment, puisque si vous regardez bien, on était quand même bien en tendance baissière depuis longtemps. Et puis on peut même faire un biseau si vous voulez, ici, comme ça. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez, hein, mais si vous êtes acheteur à 2 € de quelque chose qui valait il y a à peine 2 ans plus de 200, il a divisé par 100, bah voilà, c'est-à-dire que on avait quand même déjà des alertes en termes de graphique pour pas investir sur des types de valeurs comme ça. Voilà, on va enchaîner sur un deuxième, histoire de vous faire voir ce que je voudrais vous dire à la fin. Dans le même état d'esprit, nous voici face au graphe de SVB. Bon bah voilà, la même réflexion. Je sais pas si vous êtes acheteur de dossiers qui baissent, mais vous avez quand même des choses qui sont quand même assez évidentes quand sans trop se fatiguer. Regardez bien là, vraiment je me fatigue pas, hein, mais c'est assez évident. On peut peut-être même dupliquer, c'est à peu près, oui voilà, tiens, c'est à peu près ça. Il faut vraiment vous poser les bonnes questions. Pourquoi une banque baisse comme ça et passe de 700 actuellement à 100, donc elle a divisé par 7, et puis bah, à mon avis c'est fini, hein, donc elle va être à 0, hein, donc ou proche de 0. Donc voilà la deuxième valeur qui a enchaîné après Silvergate, SVB. Et on va enchaîner après sur la suivante. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire en vous disant qu'il y a quand même des signaux qui sont quand même assez importants. Signature Bank qui elle aussi est en très grande difficulté. Bon bah voilà, on était à 360, on est à 70, et puis bah vous voyez bien qu'il y a strictement rien à obtenir de manière structurelle sur des actions comme ça. Donc à partir de ce moment-là, ceux qui étaient investis dessus ne savent pas lire les graphiques. J'enchaîne sur une dernière. Voici l'état actuel de First Republic Bank. Il n'y a pas de rebond, hein. Il n'y a pas de rebond, on était autour de 220, on est rendu à 20, on est remonté à 34, mais enfin c'est quasiment c'est que dalle. On a les banques qui ont aidé First Republic. Bon, je dirais que c'est pareil, bon c'était un peu moins évident, mais au moins que quand vous voyez la débandade et que vous voyez votre titre tomber, bah, il faut savoir sortir parce que c'est une catastrophe. Même si, imaginez, vous sortez, alors, évidemment en perte, mais à 100 $, voyant la catastrophe se mettre en place, nous sommes sur des bougies hebdomadaires, hein, donc il y a eu le temps de réagir. Vous vous retrouvez dans une situation où vous aurez économisé quand même, vous aurez sauvé 2 tiers de ce que, voilà, parce que c'est encore divisé par 3 ici. Donc, pas sûr que ça remonte, hein. On va voir un petit peu sur l'Europe un petit peu ce qui se passe aussi, mais voilà ce que je voulais vous faire voir sur les 4 banques qui ont été concernées, et finalement vous voyez bien que c'est que des trends baissiers continuellement, et qu'il faut être vigilant sur la santé, voilà, le graphique parlait, ça doit vous interpeller sur le sujet. Voilà pour la crise bancaire.
Tout simplement aujourd'hui, donc les autorités ont bien réagi, fortement réagi, avec une puissance assez importante, mais c'est assez logique parce que tout simplement il fallait réagir. Mais c'est pas gagné que ce soit fini, hein, c'est pas gagné du tout. Hein. On a quand même des choses qui nous interpellent, et je voudrais juste vous faire voir le dossier du Crédit Suisse pour venir sur l'Europe, et vous allez comprendre pourquoi à un moment donné. Mais qui est sur Crédit Suisse? J'espère pas l'un d'entre vous. Voilà, tout simplement, le Crédit Suisse, voici son graphe, je pense qu'il parle de lui-même, hein. On est à 1,88 €, on était à 13, ça divisé par 10, à peu près. Donc, très simplement, enfin, qu'est-ce qu'on attend, dites-moi ce qu'on attend d'un dossier qui baisse comme ça de manière continuelle depuis des mois et des mois. Voilà, je vous pose la question, et on pourrait même, je vais regarder un peu plus loin, un peu plus tard, regardez bien ce graphique, vous voyez, là on est maintenant, ici, on est sur depuis 2008, on a un dossier qui n'a fait que baisser, et regardez bien le volume qui est ici proposé, vous comprenez que c'est pas possible, on peut pas acheter des valeurs comme ça, voilà. Donc on était au plus haut, c'était en 2007, on était à 93 €. Voilà, vous avez tout perdu. Donc il paraît qu'il faut acheter et faire du DCA. Et bien voilà, vous avez encore la preuve sur un dossier, sur une société, que toutes les catastrophes du monde peuvent arriver et que l'entreprise ne s'en remette jamais. Donc voilà pour la crise bancaire, en gros, fuyez ces titres, ne retournez pas dessus. Je vois des gens qui sont à l'achat sur des valeurs bancaires françaises, on va les regarder un petit peu après. Sincèrement, je vous invite à être très très vigilant. Il y en a une sur laquelle je dirais, s'il y a un retournement des valeurs bancaires, pour une raison qui me paraît encore un peu sibylline, il y en a une qui pourrait être intéressante, qui a un point d'entrée intéressant, puisque elle a aussi un point d'invalidation très proche, et ça c'est ce qu'on appelle le risk-reward, et à mon avis c'est la seule qui peut être intéressante aujourd'hui, à mon goût, par rapport à ce que je vois graphiquement. Mais sincèrement, je vous invite pas à rentrer dessus, c'est juste pour vous donner un petit peu de perception graphique. Si ça devait réagir au niveau bancaire, si ça devait rebondir, ce serait celle-ci, parce qu'elle est à un niveau intéressant, où vous pouvez réagir, et où il semble qu'elle soit plus résistante graphiquement que les autres. Alors si vous le voulez bien, on va passer aux indices. Donc on va regarder 3 indices, on va regarder le CAC 40, on va regarder le DAX, et puis on va aller aux États-Unis, on va regarder le Nasdaq, un petit peu comment il se comporte, pour faire une petite analyse rapide de la situation. Alors toutefois, avant de faire les graphiques et de vous présenter des différents actifs que je vais vous présenter, je vous rappelle que ce ne sont pas des conseils, que ce n'est pas des incitations à l'achat ou à la vente, mais ce sont juste des analyses, juste des perceptions qui sont juste ma perception des choses, et qui ne sont en aucun cas des conseils à l'achat et à la vente. Alors le premier, c'est le CAC 40, sur lequel moi je trouve qu'on est à un moment assez important dans son histoire, puisque si vous regardez bien, on est sur un long canal haussier de long terme, mais on est en train de taper dedans en haut une première fois, et une deuxième fois au même endroit. Vous voyez, j'ai mis une petite droite horizontale. La réaction de marché a été assez violente, hein, mais on a du mal, on est en train de faire ce qu'on appelle un double top, qui peut nous emmener avec des objectifs, je dirais, divers et variés. On est sur des bougies hebdomadaires, hein. Le premier qui me paraît assez évident, il se trouve ici, autour de 6750. Alors est-ce qu'on ira, j'en sais strictement rien, mais ça me paraît pas délirant de devoir aller ici. Et puis beaucoup plus structurellement, nous avons un niveau qui paraît assez intéressant, qui est par ici, autour de 5800. Ça, ce serait pour vraiment un marché qui repartirait en bear market, mais crise économique se mettant en place, ou des décisions, ou évidemment de la géopolitique, pourraient nous emmener vers des niveaux comme celui-ci. Je reste toujours étonné que nous n'ayons pas rebouché ce gap ici qui se présente à nous, qui est le gap lors de l'apparition du vaccin du Covid. Il n'a jamais été rebouché autour de 5000 points. Voilà, donc on verra bien la suite. Mais voici un petit peu ma perception sur le CAC 40. C'est plutôt moche. Le rebond est plutôt mollasson. Donc attention à ne pas trop espérer un retour vers les sommets. Il y a quand même des éléments qui sont peu rassurants, et surtout vu la structuration du CAC 40. Ce qui m'étonne, c'est de voir des gens aujourd'hui vous expliquer que le CAC 40, on l'achète en DCA, et à côté de vous dire que les bancaires vont toutes s'effondrer.
Voilà, donc pour ce qui est du CAC 40. Deuxième graphe, ça va être le DAX, qui lui est dans une situation différente, mais qui a un mode de calcul qui est différent, puisqu'il intègre les dividendes. On voit qu'il est haussier sur très longue période. Mais j'ai tracé ça, je sais pas si j'ai raison, mais je trouve qu'il est peut-être en train de nous faire un petit début de canal baissier sur longue période. Et donc vous devinez bien rapidement on pourrait un jour revenir sur les 11 000 sur le DAX, sans que ce soit vraiment choquant, sans qu'on soit vraiment en bear market, mais sans qu'on soit vraiment non plus dans une situation positive. Donc une bougie comme ça, comme on vient de la voir sur cette semaine qui apparaît ici, bah, c'est quand même assez gênant. À un niveau qui me paraissait difficile, et contrairement au CAC 40 qui lui était à des records, bah, on voyait bien que le DAX, lui, n'a pas réussi à remonter à ces niveaux les plus hauts, malgré ce marché haussier que nous avons eu de presque 27%, suite finalement à la détente sur le gaz, puisque l'Allemagne avait signé un énorme contrat avec les Émirats Arabes Unis sur le gaz, et j'avais clairement dit que c'était un moment certainement de retournement de marché, puisque le problème disparaissait, et ça s'est avéré être le cas. Donc là, je dirais que on va dire dans une correction, mais ouais, vous voyez, hein, il y a de la place en bas. On verra bien ce qui se passe. On n'est pas encore en marché baissier sur les indices, mais la correction, et vu les événements, ça peut vite tourner vinaigre, donc faut faire quand même très attention. Le dernier qu'on va regarder, ça va être le Nasdaq, si vous voulez bien. Donc le Nasdaq 100 est dans une situation assez différente. Alors, j'ai fait exprès de laisser la jambe de baisse de l'année 2022, hein, fin de 2022 de fin 2021 à 2022, qui a été de 37%, presque 38% du haut en bas. On est sur un rebond technique sur l'ensemble finalement de ce qu'on regarde, hein. On est plutôt positif sur le Nasdaq, parce que évidemment les taux d'intérêt baissent, la déflation se met en place aux États-Unis, on est en lien avec la macroéconomie, et donc les marchés anticipent, je dirais, un retour à la normale, qui fait que, est-ce que le petit canal que je vous ai tracé ici, donc on voit la borne haute, on est en train de la toucher actuellement, hein, qui est ici. Est-ce qu'il va être cassé? Il y a de l'envie là, hein, on sent qu'il y a de l'envie, mais on verra certainement la semaine prochaine si ça veut casser. Et puis on va attendre de voir si ça nous met une figure en place différente. Mais pour l'instant, il est toujours valable à quelques pouillèmes près. Est-ce qu'on va le passer en force? On peut le penser. Donc voilà, je suis plus positif sur les US, c'était depuis octobre, hein, octobre-novembre, j'étais plutôt positif sur les US, je trouvais qu'il y avait un gros décalage avec l'Europe, et il est en train de se faire. On voit l'Europe qui est plutôt baissière, et là on voit plutôt un Nasdaq qui a envie d'aller goûter un peu plus haut. Donc ça sera assez difficile à lire sur les marchés européens, puisque les valeurs croissance seront censées suivre un peu le Nasdaq, mais finalement, parce que en Europe c'est pas la même chose que sur les États-Unis, on peut avoir des distorsions. Ce sera assez difficile à mon avis d'avoir une tendance claire sur des actifs pendant cette partie de l'année. Voilà pour le Nasdaq, donc plutôt en train de voir, si vous voulez aussi une petite analyse comme ça, on a les plus hauts qui commencent à être de plus en plus hauts, les plus bas qui commencent aussi à être de plus en plus hauts, donc on est sur une petite tendance de retournement ici, mais il faut confirmer, il faut casser ici, puisque ça a déjà été refoulé une première fois, on y revient. Donc généralement quand on y revient rapidement, c'est que ça sent quand même, ça peut travailler encore un certain temps ici, et puis casser. Bon, on verra bien. Voilà pour l'analyse sur les indices, et si vous voulez bien, je vais faire une petite analyse action. Alors l'analyse action, très rapidement, l'idée c'est que vous me donniez des titres. Alors je vous invite franchement à me les mettre là, dire tiens, j'aimerais bien que tu me parles de ce titre-là, et l'idée ce sera de vous faire une analyse fondamentale des dossiers que vous me proposerez, et essayer de faire régulièrement, comme ça vous aurez la réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur les valeurs que vous voulez, faire une petite analyse, et puis regarder un petit peu ce que je peux en penser fondamentalement, sachant que le fondamental peut parfaitement être invalidé par une news, mais ce qui est intéressant, c'est que vous me disiez les valeurs que vous suivez. Je vous propose de me faire ça. Alors,
Je suis pas du tout sur les marchés américains, donc me demandez pas sur les marchés américains. Je suis plutôt sur l'Europe, donc essayez de vous concentrer sur la partie européenne de la cote. Voilà, on va attaquer, si vous voulez bien, les valeurs que j'ai sélectionnées. Alors je me suis mis sur le CAC 40 et j'ai pris des grosses valeurs, histoire de vous faire voir un petit peu ce que je ressens. Et avec un petit peu d'enseignement en plus, que ça permettra à certains de comprendre un petit peu mieux comment on peut arbitrer certains choix. Voilà. La première de nos valeurs que j'ai sélectionnées, c'est BNP Paribas. Donc une bancaire, pour voir un petit peu comment ça réagit par rapport à la crise. Alors c'est beaucoup moins puissant évidemment que nos amis américains, parce que c'est pas des banques qui sont systémiquement touchées par ce qui se passe. Mais je voudrais quand même vous signaler juste une chose, c'est qu'on est un peu nulle part. Le niveau de prix là, alors on peut toujours me tracer des choses. Évidemment, il y a des gens qui vont me dire que j'ai tort, que c'est pas bien, etc. Mais soyons assez simplistes. Déjà, on a déjà 2 bougies rouges assez violentes, avec un volume ici que vous apercevez qui est assez historique. C'est la première chose. Donc je dirais, moi, BNP, on touche pas. Et si vous voulez bien, le point d'impact, il est par là, c'est oblique. Et si ça tient, ça repartira. Mais si ça tient pas, ça veut dire que c'est que le marché est vraiment, vraiment baissier. On pourra, tiens, je peux vous en tracer une autre vite fait. Ici, on pourrait aller toucher ce niveau-là, mais sincèrement, aujourd'hui, on touche pas à un actif comme ça. On est au milieu de rien. Enfin, moi, je vois pas trop où ça peut rebondir. Alors, on peut y avoir des petits rebonds techniques, mais je suis c'est pas celui-ci que je choisirais. Alors, on va regarder un peu plus sur longue période, et si vous regardez bien, c'est pas un dossier qui monte sur longue période. Donc, j'arrive pas à comprendre, moi, les gens qui investissent là-dessus, de manière long terme, voire très long terme, puisque finalement, ils gagnent plus ou moins pas d'argent, quoi. Puisqu'ils ont plus ou moins acheté au hasard. J'ai encore un ami personnel, là, qui vient d'acheter Total. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on achète en haut du graphe, mais c'est parce qu'il y a une méconnaissance générale sur le sujet. Voilà, si c'était à 25 là ici par exemple, là par contre on pourrait sincèrement peut-être rentrer, et ça serait pas inintéressant, mais moi c'est pas le type d'actif qui m'intéresse. En tout cas là, voilà un petit peu ce que je ressens. Évidemment on n'y va pas, faut pas aller là-dessus. Deuxième graphe que je vais vous proposer, allez tiens, on va les regarder, juste pour faire le tour des banques, puisque je voulais vous en mettre une deuxième. C'est la générale. Alors on va regarder de manière un peu plus, voilà, je crois que ça veut tout dire. La générale, c'est généralement pas très bon. C'est un dossier qui souffre depuis des années, notamment depuis l'histoire de Jérôme Kerviel. Et à vrai dire, c'est finalement graphiquement le seul qui pourrait être intéressant s'il devait y avoir un rebond des bancaires. Mais c'est vraiment à court terme. Alors, je vais vous dire pourquoi. Il y a une petite oblique que j'ai tracée là. Et qui fait que, évidemment, alors nous sommes en hebdomadaire, évidemment si ça résiste bien, et que vous avez un sentiment que la chose se passe et que graphiquement on voit de la remontada des valeurs bancaires, je dirais que Société Générale, si ça tient cette oblique, ma foi, c'est peut-être le bon point d'entrée, parce que là on voit qu'il est assez clair. Donc voilà, c'est à vrai dire, la crise bancaire, elle va être intéressante, façon de parler, elle va être intéressante à voir si la Générale tient cette oblique. Si elle tient pas cette oblique, ça veut dire que c'est pas fini. Donc ça donne pas envie, je vous le dis tout de suite, il y a vraiment pas envie d'y aller, mais si ça devait arriver, ceux qui seraient rentrés, vous avez clairement le point d'invalidation, il est en dessous la mèche de cette bougie là, il est ici, et après il faut plus rien attendre, parce que ça peut dévaler très 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 vite. Voilà, donc c'est vraiment la seule sur laquelle il pourrait y avoir graphiquement un point d'entrée, si la crise bancaire voulait s'arrêter. Je vous invite quand même à être très très méfiant sur le secteur bancaire pendant quelques semaines, voire quelques mois. Voilà, après chacun fait comme il veut. On va enchaîner sur quelques dossiers que j'ai repérés un petit peu graphiquement pour vous en parler. Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, moi c'est un dossier sur lequel je suis très positif, fondamentalement, j'adore cette valeur. Elle a particulièrement bien accéléré suite à ces chiffres qu'elle avait donnés dernièrement, et on voit qu'elle elle tient bien son niveau, puisque les chiffres qu'elle avait donnés, c'était à peu près à ce niveau-là. Elle a corrigé suite à la correction des indices, mais on voit bien qu'elle repart vers le haut, elle demande à partir plus haut, donc on verra bien, mais c'est un beau dossier en France, et Dassault Systèmes, c'est vraiment une société très 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 costaud, donc vous pouvez vous intéresser à ce dossier-là.
Voilà, donc là j'ai fait un biseau, je pense qu'elle est sortie de ce petit biseau là qu'elle nous avait fait, et revenir vers le bas serait vraiment dans le cadre d'une crise importante, ce serait vraiment un point d'entrée ici, là, ça serait intéressant à 32, là, ça pourrait être intéressant de positionner. Pour l'instant, ceux qui ont trouvé un point d'entrée un peu plus bas, là, bah, vous pouvez rester, c'est intéressant. On va continuer, si vous voulez bien, sur une autre valeur que je trouve intéressante à regarder, c'est Eurofins. Eurofins, qui est une valeur, qui est quand même une valeur assez connue, qui a subi la baisse des valeurs, je dirais, du médical, suite à ce que vous savez, à la fin du Covid, hein, le médical avait était quasiment sûr qu'en 2022, le médical allait fortement baisser, parce que voilà, ça avait fortement monté avant, on voit bien dans le graphe, hein, voilà, depuis le Covid, ça avait fortement monté, de manière certainement exagérée. Et on est revenu, on a divisé par 2 la valeur de l'entreprise, et on se retrouve peut-être, dans la fin de cette baisse, et dans la construction ici d'un range, où le bas serait autour de 58, peut-être à 60, hein, et on y est finalement assez proche. Et on voit bien que la réaction du marché, elle est plutôt pas trop négative sur le dossier, mais on a une forte résistance à 71, 72 euros. Donc voilà, c'est peut-être intéressant de jouer les hauts, les bas ici. Et si ça cassait ici, ça pourrait donner un nouvel élan à la valeur. C'est quand même une belle entreprise, hein. Il faut bien considérer qu'Eurofins, c'est vraiment une société intéressante et qui a de bons fondamentaux. Voilà, on va enchaîner, si vous voulez bien, avec c'est très surprenant ce que je vais vous faire voir, c'est une valeur que j'avais citée il y a peu de temps, qui est Renault. Et Renault, alors on va regarder un petit peu sur une longue période, voilà, on voit que c'est quand même pas folichon globalement, mais si il y avait des gens qui voulaient acheter du Renault parce qu'ils sont fans de Renault, c'est effectivement plutôt dans des zones comme ça qu'il faut faire, et c'est plutôt ici qu'il faut peut-être pas y aller. Si vous voulez, depuis un certain temps, moi j'étais assez positif sur Renault pour des raisons finalement de restructuration assez intéressantes. Et Renault, depuis un bon bout de temps, hein, depuis l'an dernier, suit un canal que j'ai un peu tracé. En tout cas, le support est très clair ici. On le voit bien, ça a plusieurs impacts. Et on voit bien que le canal de Renault est respecté. Donc, je dirais pour ceux qui croient dans Renault, alors moi c'est pas une valeur que j'apprécie énormément, mais je trouvais qu'elle était vraiment pas chère. Je l'avais dit en début 2022, on était par ici. Évidemment, la crise, la guerre en Ukraine avait provoqué l'effondrement de Renault parce qu'elle avait des actifs en Russie. Maintenant qu'elle les a vendus, regardez bien, nous avons réaccéléré. Et ceux qui avaient été malins et qui avaient perçu ce bas de marché, aujourd'hui ils sont à plus de 50% de gains. Donc c'est quand même intéressant. Moi je reste assez positif sur Renault par rapport à ce qui se passe avec Luca De Meo, mais graphiquement on est sur un canal, il faut, tant qu'on est dedans, j'ai envie de dire, faut faire du trend following, il faut suivre la tendance. Voilà, on va continuer. J'ai deux derniers titres à vous donner. Je suis beaucoup plus intéressé par ce type de société. Le premier, c'est ST Microélectronique. Alors déjà, on voit que le graphe il est haussier sur longue période. Alors je sais pas, mais déjà quand je suis intéressé par un dossier qui monte, c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'un dossier qui baisse. Et je voudrais quand même vous alerter sur le fait que STM, ça reste une super société, mais comme les indices, on plafonne, on est en haut. Alors je dis pas que ça va pas passer au-dessus, c'est pas impossible, hein. Les réactions de marché sont plutôt bonnes, ça colle à ses plus hauts historiques, et ça peut percer. Mais si vous aviez une baisse du marché qui ramenait vers cette oblique de long terme maintenant, hein, puisqu'elle a quand même un peu d'ancienneté, alors on pourrait en tracer une autre, hein, d'ailleurs vite fait, hein, il y en a une ici qui pourrait être intéressante. Vous avez des points d'entrée qui pourraient être intéressants, et comme on a un niveau ici, qui a été testé plusieurs fois, on pourrait avoir un pullback sur cette valeur-là sans dénigrer du tout la valeur. C'est parfaitement du graphe qui se passerait ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à observer ce dossier-là. Pour ceux qui sont acheteurs des grosses sociétés françaises, ça peut être un dossier quand même assez intéressant. Ils font des semi-conducteurs. Et puis le dernier titre, qui est un titre que j'appréciais beaucoup et que je n'apprécie plus du tout depuis maintenant un certain temps, c'est Téléperformance. Alors c'est assez révélateur que je l'apprécie beaucoup, parce que quand on voit d'où il vient et ce qu'il a fait entre 2013 et 2022, écoutez, ça parle tout seul, hein. On part de 10, on arrive à 400, on est multiplié par 40, je pense que tout est dit. Mais voilà, il y a eu un scandale, en tout cas une enquête sur l'entreprise Téléperformance qui a été clairement
qui a révélé des choses un petit peu style Orpea, hein. On est un petit peu dans le cas Orpea, où je trouve qu'au niveau éthique, moi j'avais déjà du mal avec cette société-là par rapport à son éthique. Si vous regardez un petit peu les centres d'appel, c'est un petit peu surprenant de voir que les gens adorent ça, alors que quand on voit que personne n'a envie d'y travailler, quoi. Alors, si vous n'avez pas envie de travailler dans une boîte pour des raisons éthiques, comment pouvez-vous acheter cette valeur-là en bourse? Et quand il y a eu l'effondrement suite à cette problématique, on a eu, comme vous le voyez, on a eu des gens qui nous ont expliqué que c'était une super valeur, qu'elle allait remonter, etc. Moi, je veux bien. Et ils ont peut-être raison. Et d'ailleurs, j'ai certainement tort, fondamentalement. Moi, je suis pas fan pour des raisons éthiques. S'il y a déjà eu un problème, ça peut réarriver. Et moi, ce genre de société-là, je ne veux plus y aller. Et finalement, on a remonté toute la chute en se bloquant à ce niveau-là. Regardez, pof, on peut mettre un hashtag, pif, c'est assez simple. Et ça passe pas. Alors ici, on est en train de corriger, mais regardez bien, il y a une oblique qu'on voit très très facilement là, ici, là, qui est respectée. Et je suis pas très positif sur la continuation de ce titre. Je suis pas fan. J'ai découvert en bourse que quand une société a des problèmes, généralement il y en a d'autres qui arrivent après. Hein. C'est un peu comme Chirac disait, hein, les emmerdes, ça vole en escadrille. Et donc je m'attends à ce que la société Téléperformance ait de nouveaux problèmes. Évidemment, ça préviendra pas. Donc moi, je vous invite. Et puis vous savez, il y a l'histoire de Orpea qui est derrière. Les journalistes, ils avaient trouvé des choses et je suis prêt à parier que des journalistes en ce moment sont en train de faire des investigations pour pouvoir détruire la réputation s'il devait y en encore avoir une de positive sur Téléperformance. Sincèrement, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Il y a tellement d'autres choses à faire ailleurs, essayez d'éviter ces titres-là. Voilà, maintenant, c'est mon avis, hein, j'ai peut-être tort, mais je suis plutôt négatif sur cette valeur. Alors si elle rebondit puis qu'elle va plus haut, bah, j'aurais eu tort, mais je trouve que même si j'ai tort, c'est plutôt dangereux d'aller sur ces titres-là. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé, je voulais qu'elle fasse pas trop longue non plus. Je vais essayer d'améliorer les choses dans le futur, n'hésitez pas à faire des commentaires, hein, je vous le répète, et puis essayez de me faire une petite liste, voilà, dites-moi, tiens, tel dossier, un autre, j'essaierai d'en prendre quelques-uns s'il y en a beaucoup, puis s'il y en a un petit peu moins, je ferai voir des dossiers que j'apprécie aussi, de telle manière à ce que vous puissiez savoir ce que j'en pense fondamentalement, et puis après faire une petite analyse graphique, histoire de voir un petit peu où ça peut aller. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour l'hebdo de Ricardo. Salut!